Je lance l'enregistrement. Voilà, donc, mesdames et messieurs, bienvenue sur la deuxième conférence de cette deuxième journée du Cheotech DS. Là, à l'instant, on va accueillir donc, Nadia Falk, qui revient donc, pour la deuxième année, et c'est toujours un plaisir de la recevoir sur le Cheotech DS, et qui va donc, nous parler donc, de la gestion de la sécurité des biens et des personnes. Je te laisse la parole, Nadia. Merci Shafik, bonjour à tous. Je suis heureuse de participer à nouveau à cette réunion de professionnels et d'experts. Pour ma part, je suis beaucoup moins technique que la plupart de mes co-animateurs. Je suis beaucoup plus sur la gestion globale et de la sécurité, puisque je travaille à la direction de la résilience de mon entreprise. Qui a pour objectif premier de gérer, donc d'assurer la sécurité des biens et des personnes donc, de l'entreprise. Globalement, les risques en entreprise, il y en a beaucoup. Bien sûr, la cybersécurité que vous abordez en détail, mais pas que. Il y a aussi beaucoup d'autres risques qui sont représentés ici en illustré. Donc, il y a bien sûr tous les risques d'incendie, les risques financiers, des risques des grèves, de pandémie, de cybersécurité, et j'en passe et des meilleurs. Et globalement, si on se base sur le dernier baromètre qui a été produit pour l'année 2021, sur les premiers risques des entreprises, vous voyez que les 3 premiers risques qui sont identifiés pour les entreprises dans le monde sont, pour la première, l'interruption d'activité, la deuxième, la pandémie, et le troisième, les incidents cyber. Si on regarde en détail en France, on voit que les incidents cyber sont la priorité. C'est le premier incident, le premier risque qui est identifié pour les entreprises, suivi de très près, vous voyez bien les chiffres, des interruptions d'activité et des risques de pandémie. Bien sûr, le risque de pandémie, il est remonté en haut de peloton du fait de la crise Covid que nous vivons depuis 2 ans. Mais du coup, c'est un risque avéré. On voit bien qu'il n'est pas perdu et qu'il ne perd pas, entre guillemets, de sa férocité ou de son importance. Donc, voici les 3 premiers risques qui sont identifiés. Et même si les incidents cyber sont prédominants, on voit bien qu'en fait, ce ne sont pas les seuls. Et c'est pour ça que, du coup, dans notre entreprise, on aborde tous les risques possibles qui peuvent être encaissés, vécus par une entreprise. Donc, globalement, la présentation que je vais vous faire, elle vous permet elle me permet, de vous partager les bonnes pratiques que nous avons mises en place et qui nous semblent, en tout cas qui me semblent, intelligentes et intéressantes. Donc, d'une part, on se rend compte que l'environnement global, ça génère de plus en plus de risques face auxquels les entreprises doivent apprendre à être résilientes. Alors, comme je dis, c'est vraiment tout type de risques. Ça peut être des grèves, ça peut être des attentats, ça peut être des risques géologiques. Vraiment, c'est très, très large. Et tout ça, ça peut impacter sur la production d'une entreprise. Alors, bien entendu, toutes les entreprises, très souvent, dans la majorité des cas, il y a déjà des actions qui sont identifiées et réalisées, mais elles ne sont pas forcément correctement coordonnées entre les différentes directions, parce que chacun fait un peu comme il le sent, comme il estime être intelligent. Et surtout, on n'a aucune garantie très souvent que toutes les zones de risque soient couvertes. Et quand elles le sont, si c'est le cas, et ce qui est très rare, c'est que ce n'est pas forcément tenu dans le temps. Donc, ça peut être fait à un instant T, puis 2 ans plus tard, c'est perdu. Or, l'environnement a évolué. Donc, du coup, ce qu'on a, nous, comme objectif de faire, c'est de mettre en place, finalement, un processus qui permet, d'une part, d'identifier et de surveiller toutes les menaces potentielles de façon régulière pour la sécurité des biens et des personnes, tout ça, bien sûr, pour garantir le maintien d'activité de l'entreprise. Et en regard de ce processus de surveillance, c'est de mettre en place des règles et des principes de gestion de la sécurité. Donc, on identifie et on met en place des procédures pour faire en sorte que tout ça, d'une part, ça vive dans le temps et qu'on soit toujours finalement prêt à gérer aussi bien que possible, parce qu'on ne pourra pas les éviter, aussi bien que possible les incidents et les risques auxquels nous serons confrontés. Donc, pour cela, en fait, il y a eu un standard qui a été produit qui permet finalement de définir un cadre et des principes qui permettent finalement, donc, comme vous voulez, d'établir à un instant T et surtout d'améliorer dans le temps de façon continue la protection et la résilience.
c'est vraiment le chapeau, c'est vraiment le terme chapeau de la protection de l'activité de l'entreprise. Parce que l'objectif, bien sûr, c'est celui-ci, c'est de permettre à l'activité de l'entreprise de se poursuivre, quelles que soient les circonstances. Donc, ces exigences, finalement, elles servent à plusieurs choses, mais c'est surtout donc d'anticiper, de se préparer et de savoir s'adapter aux changements et aux perturbations extérieures. L'objectif, encore une fois, c'est bien sûr de protéger donc les personnes, c'est une chose, mais c'est surtout l'activité de l'entreprise pour éviter qu'elle ne s'arrête brutalement et qu'elle n'ait des conséquences financières et sur les marchés. Et donc, du coup, ça nous permettra, quand finalement tout sera bien à plat et bien appréhendé par tout le monde, c'est de réagir de manière efficace et efficiente à tout type d'incident, parce que cela, on ne pourra pas les éviter. Donc nous, moi, je fais partie de la direction de la protection de la résilience dans mon entreprise. On a plusieurs rôles. Le premier, c'est de la première ligne de défense. Finalement, on a une vision relativement globale et transverse sur tous les risques qui peuvent intervenir dans l'entreprise. Et ça permet finalement de garantir une organisation vitale et bien contrôlée. Donc, on anticipe au maximum et surtout, on sait quand ça arrivera, parce que ça arrivera, ce qu'on devra faire. On s'assure aussi que finalement, tout le monde dans l'entreprise est bien préparé à l'avance à ces perturbations potentielles et finalement, quelles sont les mesures qu'on a mises en place, qui sont prévues pour atténuer finalement les impacts sur l'activité. On met aussi en place quelque chose qui est beaucoup plus du support, qui est un suivi et un reporting qui nous permet de nous auto-évaluer en permanence, savoir dans quelle mesure on est mature vis-à-vis de tel ou tel risque, parce que bien sûr, c'est beaucoup de travail de préparation et ce n'est pas du tout le métier premier des directions de l'entreprise qui sont là pour vendre, pour définir des produits. Ce n'est pas leur métier premier, par contre, nous, on est là pour les accompagner, pour s'assurer dans quelle mesure ils sont mûrs pour gérer ce type d'incidents, d'accidents, de crises, voire. Et donc, en fait, c'est juste pour s'assurer qu'ils sont capables, tout un chacun est capable de réagir de façon très rapide. Et naturellement, dans une vision d'amélioration continue, on s'assure que finalement, on améliore en continu, on s'adapte en continu pour garantir, encore une fois, cette continuité des opérations. Donc, ce large périmètre que je viens de vous décrire assez rapidement, finalement, il couvre vraiment plusieurs points. Donc, le premier, c'est bien sûr, comme je vous disais, donc, la continuité des activités, de savoir gérer les crises quand elles arrivent, de gérer les incidents avant qu'ils ne deviennent des crises, donc vraiment de gérer tout incident pour le traiter de façon optimale, d'une part pour le régler et surtout pour anticiper s'il doit se transformer en crise. Tout ce qui est la gestion de l'information et des documents, donc ça c'est vraiment la sécurité de nos documents et de nos informations, on en a largement parlé précédemment. La sécurité des informations pour être sûr qu'ils sont toujours à jour, sécurisés et qu'il n'y a pas de perte de ces informations-là. On a tout un pan qui gère la continuité des services informatiques, puisqu'on sait pertinemment qu'aujourd'hui, dans toutes les entreprises, c'est un pan qui est devenu prédominant. On ne sait plus travailler sans informatique, ou très très mal. On a un très large pan lié à l'externalisation, puisque beaucoup d'entreprises finalement délèguent des activités qui peuvent être très prédominantes à des activités externes. Il faut qu'on s'assure que ces prestataires externes sont au même niveau de sécurité que nous, ce qu'on fait pour nos propres activités. On gère aussi la protection de la vie privée, puisqu'il y a tout ce qui est la gestion de toutes les données personnelles. Donc, c'est couvert aussi par ce standard-là. Tout ce qui est approvisionnement, on s'est rendu compte, typiquement avec la crise Covid, qu'on était très dépendants de ces approvisionnements et donc il faut qu'on garantisse, qu'on assure ce process-là. Et le dernier point que je vais vous détailler plus en détail ensuite, c'est la gestion de la sécurité protective des biens et des personnes. Alors, qu'est-ce que prévoit ce standard-là ou cette gestion-là? C'est en fait, ça décrit toutes les règles et les principes de gestion des biens et des personnes, qu'ils soient actifs ou non, corporels ou non. L'objectif, c'est d'avoir une approche stratégique et surtout globale pour mieux gérer les risques commerciaux et assurer la continuité des services. Ce but, il est avoué, il est assumé. C'est vraiment comment on fait pour que l'entreprise continue à fonctionner correctement. Et ça ne passe que par le fait de garantir la sécurité des biens et des personnes. Donc, comme je vous ai dit, donc on met en place un processus global qui identifie et qui surveille toutes les menaces. Donc, on met en place une cellule de veille, finalement, qui permet finalement, d'une part, de les voir arriver, et quand elles n'arrivent pas tout de suite, de mettre en place des processus, quand on a le temps, des processus qui permettent finalement de les appréhender quand elles arriveront.
Donc, ça a plusieurs objectifs, hein. C'est de, bien sûr, minimiser les perturbations, de traiter de manière appropriée les risques qu'on aurait pu identifier, de maintenir en état d'activité les services essentiels qu'on aura identifiés dans l'entreprise, de protéger autant que possible les ressources de l'entreprise des dommages qui vont intervenir. Et dernier point qui n'est pas des moindres, c'est de préserver la perception de l'entreprise. C'est vraiment de préserver la réputation pour que les clients et les partenaires puissent conserver cette confiance dans notre capacité à nous à fonctionner, quelles que soient les circonstances. Tout ce processus-là, il est mis sous la responsabilité de notre direction, la direction de la résilience, pour qui c'est un des buts premiers, un des objectifs premiers. Ces mesures, finalement, elles ont été découpées en différentes thématiques qui couvrent, de notre point de vue, 100% du périmètre. Donc, on a un premier point qui est la surveillance de la sécurité. C'est vraiment ce que je vous expliquais, cette cellule de veille qui identifie tous les risques potentiels à notre activité. La deuxième, c'est la sécurité de nos événements, puisqu'on organise des événements, comme toute entreprise. Donc, il faut qu'on s'assure qu'elles soient faites dans la meilleure des sécurités possibles pour nos biens, pour nos personnes, mais surtout pour la réputation. On a un point spécifique pour la sécurité des membres des directions, des membres de l'exécutif. Un point spécifique pour la sécurité des voyages et de nos potentiels expatriés. La sécurité du personnel, quel qu'il soit, quel que soit leur statut. La sécurité des biens, qui couvre aussi bien tout ce qui est les bâtiments que tous nos biens, les salles informatiques, j'ai envie de dire, tout ce qui est attrait à l'informatique. Et puis ensuite, on a un pan spécifique à la fraude externe. Alors, pour chacun de ces pans-là, en fait, finalement, même si la direction de la résilience, elle est responsable de la tenue de toute la coordination du protocole, on a des directions spécifiques dans l'entreprise qui ont été définies comme étant responsables de ces process-là. Donc, pour la surveillance de la sécurité, c'est bien à la direction de la résilience qu'on a gardé cette thématique. La sécurité des événements, elle a été alléguée, j'ai envie de dire, la responsabilité a été transférée à la direction de la communication, parce que c'est eux qui organisent et qui sont responsables finalement de la bonne sécurité et de la bonne tenue des événements qui sont organisés par l'entreprise. Nous avons gardé aussi la sécurité des membres de l'exécutif, parce que c'est quelque chose qui est particulièrement délicat. Pour tout ce qui est sécurité des voyages et des expatriés, c'est les ressources humaines qui sont porteurs finalement de cette responsabilité-là, aussi bien que la sécurité du personnel. Pour la sécurité des biens, on a une direction qui est responsable de tout ce qui est immeuble et logistique. Donc, là, cette responsabilité, elle est dans leur périmètre. Et la fraude externe, elle est pilotée par la direction de la conformité, qui gère tout ce qui est fraude, y compris la fraude externe. Alors, en termes de responsabilité, donc comme je vous disais, en fait, on a différents rôles qui ont été identifiés. Donc, nous, à la direction de la résilience, nous sommes coordinateur. Donc, on s'assure de plusieurs choses. La première, c'est de s'assurer du suivi de la mise en application des exigences du standard. On s'assure que tout le monde dans la maison a bien connaissance de ce standard et l'applique correctement. On est là aussi pour coordonner l'alignement aux règles fonctionnelles pour chaque thématique. C'est-à-dire que les différentes thématiques que je viens de décrire juste avant, il y a une coordination pour être sûr qu'on est bien cohérent dans la sécurité qu'on met dans l'entreprise. On est aussi responsable de la collecte et de la centralisation de tout ce qui est documentation, tout ce qui est procédure, process, les règles, tous les standards, finalement, on est responsable de cette partie documentation. On définit aussi des dispositifs de contrôle, c'est-à-dire que c'est fait à un instant T, régulièrement, tous les 6 mois, tous les ans, tous les 2 ans, on va vérifier que finalement, c'est bien mis en place, c'est bien suivi et ça continue à vivre pour que ça ne meure pas tout simplement. Et puis ensuite, on fait un reporting pour finalement qu'on se rende compte finalement des outils qu'on a mis en place, comment ils sont efficients et avec le temps, s'ils sont de plus en plus efficients et s'ils ne sont pas, comment on fait pour les faire évoluer pour qu'ils deviennent de plus en plus efficients. L'objectif toujours étant qu'on veut réduire, pas à zéro, mais quasiment, en tout cas à zéro impact, les événements qu'on pourrait subir. Pour les directions et métiers qui ont été identifiés précédemment, elles ont un rôle un peu différent, qui est supplétif d'une autre, qui vient, on travaille vraiment la main dans la main. Donc, eux, ils sont en charge de la mise en œuvre des exigences du standard dans le périmètre qui leur est affecté. Ils doivent définir des exigences supplémentaires s'ils voient qu'il y en a besoin.
ils exécutent les contrôles que nous, on va contrôler derrière, mais eux, c'est eux qui les mettent en place, ces contrôles-là, pour s'assurer finalement que les exigences du processus sont bien appliquées au quotidien. Ils interagissent aussi avec les autres fonctions. Ils ne sont pas tout seuls sur leur périmètre. Ils ont aussi la possibilité, et d'ailleurs, c'est toujours plus intelligent de travailler avec les autres directions pour s'assurer que ce qu'on met en place et ce qu'on vit, c'est cohérent. Donc, ils complètent régulièrement les auto-évaluations dont je vous parlais précédemment. Ils participent aux différentes revues et c'est eux qui fournissent la documentation que nous collectons. C'est vraiment leur propriété, c'est eux qui en sont responsables. Et si jamais on se rend compte que dans les contrôles et dans les auto-évaluations, il y a des manquements, c'est eux qui sont en charge de mettre en place les plans d'action pour y pallier. Donc, vous voyez bien, c'est vraiment un travail de coordination qu'on fait tous ensemble avec les différentes fonctions expertes qui nous permet finalement de garantir d'une part la cohérence de la sécurité dans tous les métiers et pour tous les collaborateurs, et dans un deuxième temps de s'assurer que ça vit dans le temps et que c'est pas simplement un instant T, que s'il y a une évolution de l'environnement, les mesures mises en place, elles vont évoluer en conséquence. Ça nous permet de garantir au mieux tout ce qui est risque qu'on pourrait avoir. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de rentrer un peu plus dans le détail, sans vous noyer, mais juste pour vous rendiez compte concrètement, parce que là, c'est très théorique ce que je vous dis, concrètement comment ça se traduit dans les faits et sur le terrain. Donc, si on reprend sur la première partie qui est la surveillance de la sécurité, donc les objectifs premiers, c'est bien sûr de mettre en œuvre, donc, comme je vous disais, donc un processus qui identifie, qui surveille les menaces, donc cette fameuse cellule de veille qui est multidisciplinaire avec toutes les directions expertes de l'entreprise qui savent quels sont les événements à suivre. Alors, ça peut être des risques financiers, ça peut être des risques sociétaux, ça peut être des risques technologiques, ça peut être des risques naturels, ça peut être des risques d'attentats. Vraiment, c'est très, très large. Du coup, c'est vraiment une équipe pluridisciplinaire qui se réunit régulièrement pour identifier les risques, pour mesurer finalement leur potentialité de survenue et ensuite identifier les plans, communiquer à toute l'entreprise qu'on a identifié ces risques-là avec un risque de survenue assez important et identifier potentiellement des plans d'action pour y faire face. Donc, c'est vraiment une vigie qui nous permet de limiter finalement les impacts, en tout cas les effets de surprise quand ça arrivera. Et donc, il y a ce processus de surveillance. Et ensuite, c'est vraiment hyper processé, j'ai envie de dire, pour qu'on essaie de ne rien rater. Bon, on n'a pas de garantie, mais qu'on essaie de rien rater et qu'on mesure à sa juste valeur tous les risques qui pourraient survenir. Donc ça, c'est très large, hein, comme je dis, c'est très très large. Et je vous ai identifié ici les impacts qu'il peut y avoir pour la cybersécurité. Donc, quand je parle de process, bien sûr, il y a tout ce qui est notre direction de la sécurité des services informatiques sont partie prenante de cette veille-là, de cette cellule-là, et ils surveillent y compris donc bien sûr tout ce qui est darknet, tout ce qui est sur les réseaux sociaux, les événements médiatiques, toute cette partie-là est surveillée de façon très très précise, très détaillée, et du coup ça permet de mettre en place donc un processus qui identifie et qui suit les risques sur les menaces qui ont été reconnues et sur les nouvelles menaces potentielles. Donc, il y a vraiment l'existant sur lequel on sait qu'il y a quelque chose qui va se passer et donc on suit au fil de l'eau comment le risque de survenue augmente ou pas. Et après, des nouveaux risques qu'on n'avait pas vu venir et qui arrivent du jour au lendemain. Donc, on suit vraiment ces deux types de risques-là. Et la deuxième partie, comme je disais, c'est d'informer. Alors, on fait ce suivi régulier pour identifier les différents risques et les différents impacts. Ces résultats-là, ils sont communiqués aux parties prenantes qui peuvent être concernées. Alors, ça dépend vraiment de qui est impacté, si c'est l'informatique, si c'est la direction des risques, si c'est les métiers qui vendent tel type de produit, si c'est la direction juridique. Vraiment, on informe les parties prenantes et du coup, des plans d'action sont mis en place, sont identifiés et mis en place pour parer à ces risques-là. Donc, voilà comment ça fonctionne. Pour la partie sécurité des événements, donc là, l'objectif, c'est qu'on puisse, selon le type d'événement, parce qu'il y a vraiment des événements qui peuvent être tout petits, d'autres qui peuvent être très gros, avec une très grosse impact en termes d'image. Donc, on classe les types d'événements
durant leur phase de planification selon différents critères, donc leur taille, le lieu où ils ont lieu, quels sont les types d'invités, est-ce qu'il y aura de la presse, oui, non, est-ce qu'il y a des personnes, personnalités connues qui vont venir ou non. Et donc, du coup, ces événements sont classifiés et en fonction de la classification auquel ils appartiennent, il y a un concept de sécurité qui est mis en place avec des niveaux de sécurité qui sont plus ou moins importants. Donc ça, c'est vraiment pour garantir, là, pour le coup, bien sûr les personnes, mais surtout en termes de réputation et d'image de marque. Donc là, pour le coup, je n'ai pas identifié d'impact pour la cybersécurité particulier, puisque c'est vraiment tout type d'événements qui ont lieu très souvent en plus en physique. Donc on n'a pas forcément de risque cyber. Hop. La thématique suivante, donc, c'est sur les membres de l'exécutif, c'est les membres de la direction, les principaux, donc, qui sont très bien identifiés. Donc, on a deux objectifs pour ces personnes-là. C'est d'une part, c'est d'évaluer la menace qui est identifiée pour ces personnes-là. Et bien sûr, dans un deuxième temps, c'est d'élaborer les mesures de sécurité pour les personnes qui sont les plus exposées, puisque du coup, il y en a certaines qui ne vont être quasiment pas exposées, pour lesquelles on a identifié quasiment aucun risque. On ne va rien prendre comme mesure particulière. Et plus le risque augmente, et plus les mesures qui vont être identifiées vont être plus importantes. Ça peut être personnel, sur la vie personnelle, sur les chemins qu'il utilise régulièrement, etc. C'est vraiment très détaillé. Et du coup, donc c'est très large sur sa vie professionnelle, bien entendu, sur le lieu qu'il occupe au bureau, et naturellement, ça peut être aussi sur sa vie personnelle, puisque du coup, c'est une personne qui est très exposée. En termes de cybersécurité, alors, les différents impacts qu'on a pu identifier, ce sont... c'est pas possible. Donc, c'est d'identifier les systèmes de sécurisation pour les devices qui sont connectés en continu. Donc, ça peut être le téléphone, le PC, la télé, des lampes. Enfin, il y a vraiment de plus en plus d'outils qui sont connectés. Et du coup, en fait, il y a une mesure de sécurisation qui est identifiée pour être mise en place et surtout pour traiter de façon urgente quand on se rend compte que sur ces sujets-là, il y a des incidents de sécurité qui sont identifiés. Deuxième point, c'est qu'il y a une empreinte numérique qui est faite quasiment en continu sur Internet, donc notamment encore une fois sur le Darknet et sur des forums, c'est des forums qui sont bien identifiés de hackers. Donc ça, c'est une action qui est faite de façon quasiment continue en temps réel. Et ensuite, il y a une sensibilisation particulière qui est faite pour eux, qui est faite aussi pour le reste de l'entreprise, mais particulièrement pour eux sur les pertes de données, surtout le risque d'intelligence économique ou de chantage auquel ils pourraient être exposés. Donc, on fait très attention. Donc, ils sont formés et sensibilisés à ça sur la confidentialité durant leur voyage, notamment dans les transports en commun ou dans les lieux publics, que ce soit des restaurants, le TGV, l'avion. On ne sait jamais en présence de qui ils peuvent être présents. Donc, ça peut être des conversations business qui sont plutôt à éviter, des appels téléphoniques, bien entendu, les usages d'écran qui ne sont peut-être pas suffisamment protégés. Donc, voilà, ils sont vraiment très sensibilisés à ça. On fait aussi très attention au support physique qu'ils pourraient utiliser. Donc, ça peut être alors, tout est de plus en plus en électronique, mais on n'est pas à l'abri qu'il y ait un support papier qui s'échappe, qui soit pris en photo, etc. Et puis, ils sont aussi, on leur déconseille fortement, pour ne pas dire interdit, de transporter des données dans des devices informatiques s'ils vont à l'étranger. Typiquement, sur leur PC, on leur demande de ne rien mettre sur le disque dur parce qu'on n'est pas à l'abri qu'ils se fassent voler leur disque dur. Ça peut être une clé USB, un disque dur, enfin, vraiment, tout ce qui pourrait porter des données notamment sensibles, de vraiment éviter au maximum quand ils partent à l'étranger parce qu'on ne peut plus garantir finalement le fait qu'ils ne perdent pas ce type de device. Sur la partie des voyages, donc là, et des expatriés qui finalement s'appliquent à tous les types de collaborateurs et pas simplement aux membres de l'exécutif. Donc, il y a plusieurs objectifs qui sont faits. C'est que d'une part, on fournit une base de données avec la sécurité des zones. Donc, quand un voyage est prévu ou une expatriation est prévue, ils savent, à partir de cette base-là, quel est le type de risque. C'est des notes de 1 à 5. Plus c'est élevé et plus la zone est à risque. Donc, du coup, déjà, ils savent, avant de faire le voyage, dans quelle mesure ils prennent un risque. Ensuite, tous les voyageurs d'affaires reçoivent des informations de sécurité sur la situation. Donc, c'est quelque chose qui est disponible, qui est fourni de façon systématique pour qu'ils se rendent compte finalement quelles sont les bonnes pratiques à appliquer
en voyage, quelle que soit la zone et encore plus quand elle est à risque. Quand ils partent, quand il y a un besoin de partir sur des zones qui sont malgré tout à risque, alors pas forcément, donc d'une part l'information, enfin il y a un signalement, ils sont identifiés comme tels, on s'assure qu'il y a bien une coordination avec le métier, le pays d'arrivée pour être sûr que la sécurité soit garantie au maximum, même si on sait pertinemment que dans le pays il y a un risque, et avec potentiellement une possibilité d'interdire le voyage si on se rend compte que les sécurités n'est pas garantie à l'arrivée. En cas d'expatriation, c'est vraiment drivé. Il y a une information, un signalement le plus tôt possible de ces affectations à l'international qui sont identifiées, encore une fois pour les accompagner de la façon la plus sécurité possible. Et quoi qu'il en soit, quand ils partent à l'étranger, il y a une formation sur sur la situation sécuritaire qui est effectuée donc, pour les collaborateurs qui partent et leurs familles sur les bonnes actions à faire, les bonnes tenues, typiquement quand il y a une expatriation qui doit se faire dans, dans une zone à risque, quelles sont les bonnes actions à faire, quelles sont les bonnes pratiques à suivre, qui sont fatalement différentes de ce qui vit au quotidien aujourd'hui. Donc ça, c'est tout ce qui est objectif. En termes de cybersécurité, alors bien sûr, il y a un grand risque parce que ils voyagent physiquement, donc c'est beaucoup du personnel, donc sur les personnes. Par contre, il y a quand même un risque sur les données qu'ils peuvent emmener avec eux. Et donc, du coup, on a mis en place un passeport de conseil aux voyageurs dans laquelle il y a donc, qui est très, très riche et dans laquelle il y a une mention spéciale pour la sécurité des données. Pour ces personnes qui voyagent donc à l'étranger et qui s'expatrient, pour leur donner encore une fois les bonnes pratiques, éviter de se promener avec des données sur leur disque dur, ne pas, enfin sur leur PC portable, pardon, sur le disque dur du PC portable, éviter les clés USB, les disques durs qui peuvent se perdre, qui peuvent se voler. Donc vraiment, c'est très très garanti. Enfin, c'est beaucoup d'informations qu'on leur donne pour qu'ils acquièrent de façon quasiment comme réflexe des bonnes pratiques. Sur la partie sécurité des personnes, donc là, c'est nos collaborateurs. On a deux objectifs. Donc, le premier, c'est de s'assurer qu'il y ait un processus officiel qui est mis en place pour protéger leur intégrité, qu'elle soit physique ou mentale. On s'est bien rendu compte avec la généralisation du télétravail, notamment dû au fait de la crise Covid, qu'il y avait un risque psychologique aussi fort, si ce n'est plus, que physique. Et donc, du coup, ça permet d'identifier et de parer à toutes les menaces qui peuvent être donc des menaces physiques, du harcèlement, du chantage, voilà. Toutes ces menaces-là sont identifiées et on s'assure qu'il y a un process officiel et connu pour que chacun sache comment réagir quand ça lui arrive ou quand il voit que ça arrive à quelqu'un d'autre. Et ensuite, on veille aussi à ce que donc il y a un concept plus largement que le processus, donc un concept qui permette finalement de communiquer à tout un chacun les mesures qui existent, les actions qu'il doit faire et surtout la façon de réagir de façon la plus rapide possible, d'une part pour être le plus efficace possible et surtout pour éviter que ça ne se transforme en crise. Donc du coup, en termes de cybersécurité, donc on a un plan de prévention et de communication au risque qui existe, parce que ça peut être du ransomware, ça peut être quelque chose qui est électronique, qui passe par la cybersécurité. On n'est pas à l'abri de ça, on en a déjà vu, et du coup, ça nous a permis finalement à nos collaborateurs de savoir comment se comporter. Donc ça peut être du cyberharcèlement, des ransomware, etc. C'est les principales que moi j'ai à ma connaissance, mais on sait pertinemment qu'on n'est pas à l'abri d'avoir de nouveaux risques sur ce thème-là. Et d'un autre côté, aussi, on communique et on rappelle finalement les exigences légales RGPD pour tout ce qui concerne donc la collecte de données, la période de rétention, quand est-ce qu'ils doivent les supprimer et surtout de quoi ils ont, enfin, de quelles données chacun a le droit de disposer pour s'assurer que finalement il n'y a pas de violation de perte de données personnelles et de perte de données personnelles de façon involontaire. Donc tout ça, c'est couvert finalement par la sécurité du personnel parce que du coup, des données du personnel, on l'a vu, elles peuvent être communiquées de façon non intentionnelle, mais du coup, ça peut avoir des impacts très forts. Donc tout ça, finalement, c'est couvert par des procédures qui sont formalisées et mises à jour régulièrement. La sécurité physique, donc quand on parle de sécurité physique, on parle de sécurité physique à la fois donc, de nos bâtiments, mais pas que, aussi de nos équipements. Donc, il y a plusieurs objectifs qui sont pour le coup assez nombreux ici. Donc, c'est de s'assurer. Alors, donc là, on a mis en place un concept de sécurité incendie et de sécurité physique. Donc là, c'est les premiers risques. En même temps, c'est réglementaire, donc du coup, c'est assez, entre guillemets, facile à mettre en œuvre. Donc, pour s'assurer que finalement, tous nos sites
soit bien sécurisé et soit formalisé. Ce concept, il est aussi adapté et, mis, et approuvé pour nos centres de données informatiques, qui est finalement un centre névralgique. On effectue aussi une analyse des exigences de protection pour tous les sites, pour s'assurer que finalement, le concept qu'on a défini, il est bien appliqué et que s'il y a des écarts, on sait où les identifier et les corriger. Donc, c'est pour ça qu'on fait une évaluation détaillée des exigences pour chacun des bâtiments. Tous nos bâtiments sont à la même enseigne. Nos centres de données informatiques, ils sont classés de façon assez sensible parce qu'ils ont, comme je vous disais, une sensibilité particulière et surtout, c'est notre centre névralgique en fait. Il y a aussi une réglementation d'accès physique qui est mise en place pour tous les sites, que ce soit nos collaborateurs ou les éventuels visiteurs, pour s'assurer que on sait qui entre dans tous nos sites et pourquoi. Et ensuite, il y a il y a des procédures qui permettent d'émettre et de révoquer ces droits d'accès de façon systématique, que ce soit parce que le collaborateur a quitté l'entreprise, parce que les droits ont évolué, parce que son pass a été perdu ou volé. Donc, voilà, c'est très sécurisé pour s'assurer que on sache qui a accès à quelle salle et qu'est-ce qu'il a à y faire. En termes d'impact pour la cybersécurité, donc, d'une part, on a classifié nos zones. Selon nos zones de tous nos sites, elles sont classifiées. Donc, un site peut avoir plusieurs zones, naturellement, selon les exigences de protection. Donc, naturellement, les couloirs ne vont pas avoir la même classification qu'une zone hyper sécurisée informatique. Donc, il y a différentes zones. Il y a une attention particulière qui a été portée aux équipementiques, donc tout ce qui est informatique et communication, donc soit pour les hébergeurs, les composants ou tous les équipements. Donc ici, enfin, c'est vraiment très large, donc sur les salles serveurs, les passerelles, les centres de données, les référentiels de sauvegarde, les zones de stockage qui contiennent des informations officielles, les salles de communication et de correction et tous les points d'accès à ces installations. Ça veut dire on tient compte aussi de tout ce qui est câblage et conduit. C'est vraiment très exhaustif. Et toutes ces zones-là, elles sont classifiées sensibles. Et les accès à ces zones-là, en particulier, elles sont réglementées. Ça veut dire que tous les collaborateurs qui rentrent dans nos sites n'ont pas forcément accès à ces sites-là, à ces zones-là. S'ils n'ont pas besoin d'y accéder, ils ne pourront pas y aller. Donc, il y a cette notion d'accréditation et de contrôle d'accès. Ça veut dire que non seulement ils n'ont pas le droit d'y aller, mais en plus que ceux qui sont sur place, ils se font contrôler pour s'assurer. Donc, le contrôle, c'est principalement le fait de porter le badge visible, y compris encore une fois pour les visiteurs qui peuvent être nos prestataires informatiques. Mais il faut vraiment qu'il y ait un droit d'accès. Ces salles-là ne sont pas accessibles à tous les kidam, même s'ils font partie de l'entreprise. Et le dernier point qui est couvert par ce périmètre-là, c'est la fraude externe. Alors, qu'est-ce que c'est notre fraude externe? La fraude externe, c'est toutes les fraudes qui viendraient en dehors de l'écosystème de l'entreprise. Ça veut dire que ça ne peut pas être nos clients, ça ne peut pas être nos collaborateurs qui sont traités dans un process à part. Mais là, c'est vraiment qui viendrait de l'extérieur. Donc, c'est vraiment des parties externes. Et donc, du coup, cette procédure de gestion donc, de cas de fraude externe, ça couvre l'identification du cas, la gestion du cas et les enquêtes qu'il y a besoin de faire et les éventuelles déclarations qu'il y a besoin de faire de ces cas de fraude externe. Donc ça, c'est la procédure qui vise ça. Et ces procédures-là, elles couvrent bien entendu, puisqu'on est dans un monde qui est quasiment en full informatique, elles couvrent bien sûr tout ce qui est cybercriminalité, donc que ce soit du piratage informatique, des faux sites internet, de l'usurpation d'identité, on en a vu encore très récemment. Donc du coup, tous ces cas-là sont identifiés dans des procédures et du coup, ça permet à tous les collaborateurs lambda, j'ai envie de dire, dans le cas où ils seraient exposés ou qu'ils découvrent ce type d'événement, qu'ils sachent ce qu'ils doivent faire et à qui remonter l'alerte. Du coup, je suis arrivée à la fin de ma présentation et je vous invite à me poser des questions si je n'ai pas été assez claire ou si vous avez besoin d'autres précisions. Merci beaucoup, Nadia, pour cette belle présentation. En tout cas, pour moi, c'était très clair. Je ne sais pas si effectivement,
Dans l'Assemblée, il y en a qui veulent intervenir, poser des questions. Chérif qui dit que c'était assez clair. Moi, j'en ai une en attendant que l'Assemblée se réveille un peu là. Euh, de façon globale, là, tout ce que tu as dit sur la sécurisation, est-ce que c'est englobé est-ce que, entre guillemets, au niveau d'une entreprise qui veut aller vers ça, vers la mise en place de tous ces processus-là, est-ce que c'est englobé je ne sais pas si tu le sais ou pas, mais dans la certification, par exemple, ISO 27001, la 27001 qui couvre aussi cette partie sécurité des biens et des personnes. Est-ce que le fait d'aller vers une démarche de certification via cette norme, est-ce que tu penses, voilà, ça permettrait d'englober tous ces éléments dont tu as parlé en matière de sécurité des biens et des, Alors, euh, pour, et des personnes? pour ma part, ces travaux en fait, qui ont été menés, qui sont encore en cours enfin, qui sont en cours de finalisation, n'ont Ouais, pas été faits dans le cadre de la certification. d'accord. Ils sont vraiment faits dans le cadre du besoin qui a été identifié et des différents risques enfin, qu'on a subis, des incidents et des menaces qui ont été subis par le passé par l'entreprise et Hmm. qui ont donné finalement euh, naissance à ce standard-là. Maintenant, pour être transparente, je ne travaille pas sur cette certification-là, donc je ne saurais pas te dire quelle est la partie qui recouvre. Ouais, On n'est pas à l'abri, effectivement, que ça se recouvre, ne serait-ce que partiellement. J'avoue que ce n'est pas en tout cas dans ce contexte-là qui a été fait, mais je ne saurais pas te confirmer que ça n'est pas en lien. Parce que malgré tout, typiquement, si on parle notamment de la partie sécurité des biens, des bâtiments, naturellement, toutes les certifications qui sont valables en France et en Europe, elles sont appliquées. Donc, fatalement, ça se recouvre pour partie. Maintenant, je ne sais pas si d'accord. c'est dans le même objectif. Ok, merci beaucoup. Bruno, si tu veux intervenir, ça peut être intéressant d'avoir aussi. Tu as activé ton micro. Vous pouvez. Bruno, si tu veux dire un petit mot, ça sera avec plaisir. Philippe aussi, j'ai vu Philippe qui nous suit depuis hier. Bruno, Bruno, du fin fond du sud de la France. En tout cas, n'hésitez pas, si vous avez des questions, a priori, ça a l'air très très clair. Euh, Moi, ça l'a été en tout cas. Pas de réaction, Bruno, ou t'es parti déjà? Oui, Frédéric, est-ce que Frédéric veut intervenir? Je ne sais plus s'il y avait un micro, Frédéric. Fred, est-ce que tu as un micro? Je crois que non. Tout à l'heure, on a essayé de te faire parler. Ok, alors il y a des questions qui arrivent. Oui, Frédéric, tout à l'heure, parlait effectivement de moyens techniques pour sécuriser les données, parlait de l'outil BitLocker, notamment pour chiffrer les données présentes sur, par exemple, les postes de travail, sur les ordinateurs des collaborateurs, qui est aussi effectivement, en tout cas, c'est un outil qui permettrait de sécuriser les données des collaborateurs, notamment les nomades, hein, les nomades qui sont amenés à se déplacer. Ça peut être effectivement un outil. Oui. Je ne sais pas si Nadia, tu veux intervenir par rapport à ça, sinon. Enfin, alors enfin, en tout cas, ce que je peux dire sur nous, ce qui est fait sur toute notre population, qu'elle soit nomade ou non. Hmm, Donc, effectivement, bien sûr, tous nos postes sont sécurisés. Alors, je vais être transparente, je ne maîtrise pas, c'est la technique pour donner l'outil, c'est BitLocker ou autre chose. d'accord, Par contre, tous nos ports USB ont été bloqués. En fait, il n'est plus possible pour nous, sauf accréditation spécifique et sur demande, de brancher un disque dur ou une clé USB, justement pour éviter tout ce type de perte de données, ouais, voilà, d'intrusion. Donc en fait, on part du principe que sur nos PC, finalement, même s'ils sont perdus ou volés, bah, personne ne peut y avoir accès puisqu'il y a des mots de passe, et que comme il n'y a pas d'accès possible par nos ports USB, ils sont sécurisés. Donc ça, c'est des outils qui sont mis en place dans l'entreprise et que ce soit pour nos populations sédentaires ou nomades. d'accord.
un mot de passe peut-être et sûrement, donc, sûrement du chiffrement qui est mis en place Et du chiffrement, avec le... c'est certain, c'est juste que je Ok, ne maîtrise pas. Je suis ok. utilisateur là pour le coup. Pas de problème. Et il y a Marc qui demande, j'ai posé la question tout à l'heure par rapport à la norme ISO 27001, mais est-ce il y a des référentiels sur lesquels vous vous basez en fait pour mettre en place ces différentes briques dont tu as parlé tout à l'heure? Est-ce Alors, il y en que, a certaines qui existent, il y en a d'autres qui sont, euh, j'ai pas envie de dire créées de nulle part, mais qui sont créées en interne. Mais typiquement, le DUER, donc le document unique qui est pour chaque entreprise, ça nous sert de base, en tout cas, ne serait-ce que pour la sécurité des personnes. Donc, il y a bien sûr, on se base sur la réglementation française, mais du coup, qu'on a enrichi avec des choses qui sont, alors pas forcément réglementées, mais qui existent par ailleurs et qui sont des bonnes pratiques qui sont faites sur la place. Typiquement, sur la sécurité de nos membres de l'exécutif, moi, je n'ai pas trouvé de documentation qui existe pour ça. C'est juste, entre guillemets, du bon sens. Pour la sécurité des biens, bah, c'est dans la réglementation sécurité incendie, etc., qui existe, mais on a été plus loin, on a été aussi jusqu'à couvrir les risques en cas de inondation, les risques en cas de, que je pourrais-je dire, en cas d'attentat. Enfin, vous voyez, c'est des trucs qui ne sont pas forcément réglementés, mais du coup sur lesquels on a dû nous enrichir finalement. Et c'est pour ça que c'est quelque chose qui va évoluer dans le temps. Alors, sauf à ce que ce soit réglementé un jour, et ce sera très bien, parce que du coup, on pourra se baser là-dessus. Mais là, aujourd'hui, c'est plutôt quelque chose qu'on a produit, nous. d'accord. Moi, j'avais, je ne sais pas s'il y a encore une question, mais moi, j'en ai une. Qui chapeaute tout ça? Qui est le chef de projet, qui est le chef d'orchestre en fait d'un projet comme ça? Est-ce que c'est parce que on sait que par exemple au niveau protection des données, au niveau sécurité, on a le RSSI, DPO. Est-ce que c'est cette même personne ou est-ce que c'est une autre personne qui va chapeauter ce type de projet de sécurité des biens et des personnes? Alors, en fait, ce type de données, ce type de projet, il est chapeauté par la direction de la résilience, en l'occurrence, c'est Ouais, moi, d'accord. et qui coordonne toutes les autres directions qui apportent finalement leurs éléments à leur périmètre. Donc, en fait, chacune des directions, la direction de la communication, elle est chargée de mettre en place tout ce qui est nécessaire pour la sécurité des événements. Donc, je leur donne les inputs, le standard qu'ils doivent respecter. Ouais. Ils travaillent dessus, ils nous produisent les procédures qui vont bien. Et nous, on s'assure régulièrement, dans le temps, avec toutes les autres directions, que d'une part, c'est coordonné et d'autre part, c'est appliqué. Donc, en fait, c'est une responsabilité double. C'est ce que j'expliquais ici, en fait, c'est que nous, on est responsable de la mise en œuvre, du fait que le standard est respecté, et on demande à chaque direction responsable de le faire pour son périmètre. Et Ok. ensuite, on vient contrôler tous les ans, régulièrement, que c'est toujours bien fait. Ok, ok. Alors, et cette direction de... J'aime bien, moi, parce que j'ai même posé plein de questions, je profite. Cette direction de la résilience, elle reporte à qui alors? Alors là, on reporte nous quasiment directement à la direction générale, D'accord. en fait, parce que la direction de la résilience, elle a deux missions. La première, c'est de faire en sorte que on continue enfin, trois missions, j'ai envie de dire. La première, c'est de s'assurer que, quels que soient les événements, l'entreprise continue de travailler, donc qu'elle dispose des moyens qui vont bien. Euh, un très bon exemple, c'est pendant la crise Covid, le confinement qui a eu lieu du jour au lendemain, ben, c'est nous qui nous sommes chargés de coordonner l'envoi de PC portables au domicile de tous les collaborateurs qui n'en avaient pas. Ouais. Donc, on gère aussi les crises. Et puis, du coup, en prévention, on gère aussi tout ce qui est préparation finalement. Donc, c'est toute cette partie-là dont je suis en train de vous parler, de préparation avant que ça arrive. Donc, de décrire les procédures qui vont bien, de former les gens pour qu'ils réagissent comme ils vont. Donc, c'est avant, pendant et après. Ok, ok. Ouais, c'est super ça. Merci beaucoup. Je regarde s'il y a... n'hésitez pas, hein, Philippe, c'était clair. Alors, pour moi, c'était très clair, présentation instructive. Merci, Philippe. Je vois Stéphane. Stéphane, si tu veux réagir, Stéphane Lenz, je sais plus si... Je pense que tu n'es plus dans ton open space. Je vais activer... Ah, je ne peux plus activer le micro. Tiens, bizarre. Ah, Stéphane, je ne peux plus te donner accès, bizarre, au micro. Euh, mais vous pouvez réactiver. Stéphane, si tu veux dire un petit mot, ça m'intéresserait sur ce sujet-là. Tu peux... Ah ben non, en fait, il n'a pas de micro, Stéphane.
Euh, Ah, ouais, Christophe, ils ont juste des caméras. On a un peu de temps encore, hein, donc là, on peut profiter. Sébastien qui nous a rejoint, je sais même plus. Sébastien, est-ce que tu veux réagir? Essayer de faire réagir un peu tout le monde, là. Ah, il y a Marc c'est bien, j'aime bien Marc. Je t'aime bien Marc parce que voilà, tu poses des questions intéressantes en plus. Alors, cela représente combien de personnes pour toutes ces activités décrites dans les fonctions coordinatrices et experts? Effectivement, question super intéressante. alors, pour vous donner un ordre d'idée, l'entreprise à laquelle j'appartiens, on est entre 8 000 et 9 000 collaborateurs. La direction de la résilience, on est deux. Pas dans la direction de la résilience, mais deux pour coordonner cette activité-là. Et les directions métiers, en moyenne, on est une quinzaine de personnes, entre 12 et 15 personnes pour driver tout ça. Donc, globalement, on est 15 personnes pour mettre ça en place pour environ voilà, 8 000 collaborateurs. D'accord. Donc, on est d'accord que c'est quelque chose qui se fait de façon générale au niveau du groupe dans sa globalité. C'est Alors pas. exactement, parce qu'effectivement, en fait, ce sont des choses qui viennent du groupe et qui du coup sont appliquées à toutes les entités, j'ai envie de dire, dans le monde, pour ne serait-ce qu'avoir une cohérence finalement dans la gestion des incidents, parce qu'on se rend bien compte, alors surtout en plus pour des incidents qui peuvent être cyber, que ça peut rapidement s'étendre à différents pays, quel que soit le lieu géographique. Alors pour un attentat, c'est peut-être moins vrai, mais pour un risque cyber, c'est peut-être plus vrai. D'accord. Ok. Tiens, bah ça, voilà, il y a plein de questions. Marc qui demande, est-ce que certaines activités sont sous-traitées? Ou est-ce que vous Ah faites tout oui. Oui, Alors, alors, certaines activités sont sous-traitées et de plus en plus. Et du coup, on a de plus. Alors, sur la partie protective security, donc celle dont je viens de vous parler, c'est vraiment tout ce qui est activité interne. Par contre, on est en train effectivement de se rendre compte que de plus en plus d'activités sont externalisées et on est responsable finalement, et c'est normal, hein, de tout ce qui se passe aussi à l'externalisation. Et du coup, on est en train de, alors pas forcément d'appliquer ce standard-là à nos prestataires parce que on n'est pas forcément en droit de le faire. Par contre, de faire au maximum appliquer nos bonnes pratiques pour que la sécurité que nous, on s'oblige à appliquer, elle soit faite à minima pour nos prestataires. Et c'est principalement donc, sur les données et sur la sécurité. Donc, parce que, encore une fois, l'objectif premier qui est avoué, qui est affiché, c'est de faire en sorte que l'activité ne s'arrête pas. Donc, si un de nos prestataires nous plante, enfin, il se plante. S'il n'y a pas d'impact pour nous, bon, bah tant pis pour lui. S'il y a un impact pour nous, il faut rapidement qu'on lui demande de déclencher son PCA pour que ça reprenne et que du coup, ça soit quasiment transparent pour nos activités et pour nos clients. ok. Et juste, alors, j'ai pas c'est Mega Slim, a priori, qui pose la question, toujours sur cette partie externalisation, internalisation. Est-ce que sur la partie mise en place, sur la partie technique, est-ce que c'est quelque chose qui est fait en interne ou externalisé? Sur les mesures techniques, sur la partie technique, Alors attends, je ne suis pas la sûre mise de en, comprendre la la mise en question. place technique est faite par des ressources en interne ou externe? Alors, en fait, comme là, ce que je viens de vous présenter, c'est vraiment pour de l'interne. Ça, on a D'accord, vraiment fait ça pour de l'interne. Maintenant, pour tout ce qui pourrait être fait à l'externe, ça passe vraiment par tout ce qui est contractualisation. Donc, ils mhm, s'engagent, ils ont des délais d'engagement et par des audits. On ne va pas implémenter ça chez nos prestataires parce que d'une part, on n'est pas légitime pour le faire. Donc, du coup, ça n'est pas fait. Par contre, ça passe uniquement, entre guillemets, par du contrat et des audits. d'accord. Je rebondis juste là-dessus avant de poser la question de Marc. Tu dis que vous n'êtes pas légitime, mais dans le périmètre d'action du prestataire, pourquoi vous ne serez pas légitime en fait? J'ai du mal à Non, mais comprendre. alors, pardon, enfin, je reprends un exemple. Par exemple, si là, on se dit sur voilà, sécurité des événements, si notre prestataire veut faire un événement, on n'est pas nous légitimes pour leur demander d'appliquer nos règles, de Oui, classer les événements, etc. Par contre, s'il y a des impacts sur son activité, sur la nôtre, ouais, typiquement sur la sécurité de leur personnel, je vais te dire de toi à moi, c'est pas quelque chose sur lequel on va aller. Et c'est naturel, c'est d'accord. normal. Par contre, sur la perte de nos données, ou sur l'impact sur notre activité, là Mhm. oui, on va être demandeur. Mais là-dessus, c'est beaucoup plus du contractuel.
On D'accord. va l'écrire noir sur blanc que en cas d'incident, le délai de reprise doit être de n'importe quoi 4 heures, que si ça dépasse 4 heures, ils doivent nous alerter, etc. Et ils doivent déclencher leur PRA sous 8 heures. Mais c'est vraiment contractuel, si tu veux. C'est pas quelque chose, mais ça passe par ouais, du contrat. C'est pas quelque chose qu'on va aller implémenter chez eux. Parce que du coup, on est leurs clients. Ils ne nous Ouais, appartiennent pas. d'accord. Ouais, ok, je comprends. Marc qui demande, alors est-ce qu'on n'a pas posé tout à l'heure une question, mais bon, je repose quand même, c'est quelles sont les sources de ces bonnes pratiques? Est-ce que c'est l'ANSSI? Non, c'est pas l'ANSSI parce que, comme je vous dis, ça vient du groupe et le groupe n'est pas français, donc ça ne vient pas forcément de l'ANSSI. Par contre, ça vient des, des bonnes pratiques, enfin, j'ai envie de dire des bonnes pratiques, en tout cas des événements ou des événements qui ont été vécus dans les années passées, hein, Mhm. et qui nous ont nous fait nous rendre compte, enfin qui leur ont fait se rendre compte qu'on n'était pas prêts. Tous les collaborateurs n'étaient pas informés suffisamment, ne savaient pas comment se comporter et qu'il y avait des risques qui n'étaient pas couverts. Donc là, en fait, c'est plutôt de la formalisation, j'ai envie de dire, de tout ce qui est fait à droite à gauche et qu'on a voulu mettre sous un paquet, sous un joli paquet cadeau, de façon exhaustive et complète. Donc, je n'ai pas de document de base à vous soumettre, si ce n'est ce que je viens de vous présenter, qui dirait, voilà, vous pouvez vous inspirer de ça et l'appliquer. C'est vraiment une production interne, en fait. D'accord. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais en tout cas, c'était vraiment super intéressant. On a déjà les questions qui ont été posées. Euh, Donc, c'est beaucoup plus large que ce que vous traitez en termes de cybersécurité, mais bon, je trouvais que c'était intéressant d'avoir un oui, peu de oui, recul. clairement, clairement, clairement. De façon globale, moi, je pense que c'est vraiment très, très bien. C'est des bonnes pratiques et ça peut que aider l'entreprise à être plus résilient. Donc, non, c'est que des bonnes choses. Il n'y a plus d'autres questions au niveau de l'Assemblée, là. J'essaie de voir C'était qui très est. clair. Ouais, très très clair, c'est ce que j'ai eu. Non. Brian, tu peux activer ton micro. Ah, il y a Philippe qui demande pour Noël, est-ce que vous nous offrez le package? Qu'est-ce que vous appelez package le support, c'est ça? Philippe, tu réponds? Oui, bah oui, Oui, bah, oui, oui, c'est ça. il est à votre disposition. Je te l'ai envoyé, des graphiques, si vous voulez. Moi, j'ai pas de problème. C'est Ouais, pas ouais. confidentiel en soi. Donc, Non, et après, en plus, c'est pas négatif. Non, c'est très bien. c'est des bonnes pratiques. Ouais, pas de souci. Donc, il sera sur, le support, il sera sur le partage. Donc, ceux qui n'ont pas encore reçu le lien, vous allez le recevoir dans la matinée, parce que il y a plus de 1000 adresses que je suis en train de rajouter, donc pour que vous puissiez accéder. Donc, ça va venir au fur et à mesure, pour ceux qui n'ont pas encore. Voilà, bah écoutez, a priori, donc on va arrêter cette session-là. Un grand merci, Nadia, pour ce partage vraiment très, très riche. Euh, et, euh, et à bientôt. Très bonne fête. Et Merci beaucoup pour avoir plein, écouté et voilà, bonne continuation à tous. plein, plein de bonnes choses. Et à bientôt. Merci, au Mais, revoir. au revoir.